Entre 1970 et 1980, beaucoup d'auteurs de manga ont vu le jour, comme Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, ou Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, ou aussi Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Ces trois mangas feront partie du Big Three, c'est-à-dire les meilleurs mangas des années 2000. Leur nombre de ventes dépassant les 100 millions chacun, One Piece, qui est le manga le plus vendu de tous les temps avec 500 millions. Ces trois mangas auront une influence culturelle mondiale et sont maintenant des références pour tous les auteurs de manga aujourd'hui. Mais il y en a un qui est né pendant cette période qui je trouve mérite d'avoir plus de reconnaissance que ce qu'il en a déjà. Un auteur qui cherche à faire passer des messages profonds de façon différente des autres auteurs et qui n'utilise pas de monde fictif avec des fruits, démons ou Sharingan pour que ce soit vraiment incroyable. Non, rien de tout ça. Et cet auteur, c'est... Né le 8 mai 1976, né à Yokohama, préfecture de Kanagawa au Japon. Diplômé de la Tama Art University, une université de beaux-arts au Japon. Makoto Yukimura ne dit pas plus sur lui, c'est vrai que sa biographie est assez courte, on sait pas grand chose. Mais il a fait une interview sur YouTube avec un youtubeur américain qui est passionné d'anime pour la sortie de la saison 2 de Vinland Saga sur Netflix. Et aussi pour le tome 26 qui allait sortir. Il nous dit d'abord qu'il a essayé d'aller au lycée, mais il a regretté, c'était trop éloigné de l'art qu'il voulait faire. À 16 ans, il disait que s'il ne donnait pas mangaka, il avait tout raté, il en était sûr. Certaines personnes de sa famille se foutaient de sa gueule, parce qu'il leur disait qu'il voulait devenir mangaka, mais ils pensaient tous qu'il blaguait ou quelque chose dans le genre. Il l'encourageait quand même, mais maintenant il est bien content de leur rappeler qu'ils se sont moqués de lui ce jour-là. Après ses études aux Beaux-Arts, Yukimura commence sa carrière à l'âge de 20 ans en tant qu'assistant du mangaka Shin Muremura sur la série Kanga Haru Inu, parue chez Kodansha. Petite série pas très connue, qui a pas trop fait de bruit, mais ça a permis de le former. Et quelques années plus tard, ça va le permettre de créer Planet dans le magazine japonais Morning, qui sera publié dans un total de 3 volumes, entre janvier 1999 et janvier 2004. 3 volumes pour la version récente. C'est plus une version de luxe qui regroupe un peu toute l'intégralité de Planet en fait. 3 gros volumes, en gros. Comme une version de luxe quoi, comme je viens de dire. Dans les éditions Kodansha, qui lui laisse la chance de mettre au point sa première série personnelle. Rapidement, Planet s'impose au Japon, et en France d'ailleurs, comme une œuvre marquante. La série remporte plusieurs prix et est encensée pour son réalisme, ses personnages réussis et les questionnements qu'il met en avant. Il y aura même une adaptation animée en 26 épisodes. L'histoire de Planète commence en 2075, où la Terre est polluée autant dans l'espace que sur Terre. Du coup, ils envoient des astronautes expérimentés pour nettoyer les débris spatiaux. L'histoire se concentre sur Hashimaki, qui rêve de marquer l'histoire de la conquête spatiale en embarquant sur un des vaisseaux explorateurs du Jupiter. Mais il est éboueur. Il est éboueur d'espace, mais c'est un éboueur quoi. Il est accompagné de Fika Michael, la pilote du Toy Box, c'est comme ça qu'ils appellent leur vaisseau. Une américaine qui vient de Floride, au tempérament colérique, et aussi elle est mariée, elle a un enfant. Il y a aussi Yuri Milkalkov, un russe plutôt calme, sensible et gentil, c'est le plus responsable et raisonnable du groupe. Il parle très peu, et encore moins de lui-même. Au point que ses camarades ne découvriront que 7 ans après son arrivée la raison pour laquelle il travaille dans l'espace. Le tome 1 montrera tout le développement de Yuri, son passé, et pourquoi il est tout le temps trop calme et assez mystérieux. La dernière arrivée dans le vaisseau, Aitanabe, japonaise comme Hachi, comme elle est nouvelle, elle a tout à apprendre, et elle considère Hachi comme étant son mentor. Elle a l'étrange manie de considérer que l'amour est la solution à tous les problèmes. Mais on se rend rapidement compte que sa conception de l'amour est très large. Sa relation avec Hachi est très conflictuelle, en particulier au début, car elle remet constamment en cause ses convictions. Et leur relation va beaucoup évoluer au fur et à mesure de la série. En fait, cette série, comme si c'était notre société, mais en 2075 quoi. Avec des problèmes vraiment qui viennent de cette année-là quoi, comme j'ai précisé avant. Pas genre une aventure titanesque en mode One Piece, Naruto. Non, c'est vraiment les problèmes liés à la société, avec les vies de famille des personnages, leur parcours, et c'est un peu un slice of life, c'est-à-dire la vie des persos et ce qui va se passer quoi. Qu'on peut citer genre Bonne Nuit Poun Poun, qui est un super slice of life. C'est vraiment un futur vraiment science-fiction quoi, c'est le terme exact. Ce qui pourrait vraiment la société dans 50 ans quoi, exactement pareil. Comme dans la vraie vie, il y a des terroristes, il y a des mecs qui sont en dépression, mais dans l'espace, toujours rattachés à notre présent, à ce qui pourrait se passer dans le futur quoi. C'est vraiment les mêmes problèmes mais sous différents angles. Parce que dans 50 ans, on a les mêmes problèmes mais pas au même endroit, pas de la même façon quoi. On pourrait dire les choses comme ça je pense. Et la série le dit très clairement, hein, vraiment. Ça raconte vraiment comment les personnages vivent au quotidien avec les nouvelles technologies, etc. Le futur et ses dangers qui approchent ou qui sont déjà là. C'est un travail de recherche énorme qu'elle fait Makoto Yukimura. Sur même Vinland Saga aussi, il en a pas fait non, il en a fait juste 2. Mais ça lui a vraiment fallu énormément de temps pour les concrétiser. Parce que c'est un travail de recherche, un travail de dessin qui est colossal. Et ça c'est vraiment hyper respectable. Son style graphique, c'est vraiment pour moi un de mes préférés. Parce que comme des auteurs qui savent très bien dessiner, qui sont vraiment connus pour ça, comme Kentaro Miura ou Takehiko Inoue, qui font vraiment des planches magnifiques, et tu reconnais direct que c'est leur patte, que c'est leur création, que c'est leur univers. Makoto Yukimura, c'est pareil en fait. C'est
aussi beau, je trouve. Enfin, c'est moins beau, bien sûr, c'est pas aussi, pas un niveau de détail et un niveau de perfectionnisme autant que Kentaro Miura ou Takehiko Inoue, mais je trouve que c'est plus agréable à lire que ces auteurs-là. Son style à lui, vraiment, est le plus agréable à lire. Vraiment, parce que au-delà des détails, qui sont magnifiques, je trouve que c'est pas ce qu'il faut de plus pour un manga. La chose la plus parfaite que tu peux faire, c'est un style comme Makoto Yukimura, quelque chose qui est autant magnifique que facile à lire. Tu te plonges dans l'histoire, mais après je sais pas si c'est forcément parce que j'adore ces histoires et ce qu'il raconte que ces dessins, ou peut-être c'est le mix des deux, le fait que ce soit ces histoires incroyables, avec les dessins qui représentent exactement cet univers qu'il veut retranscrire. Mais en tout cas, je trouve que c'est réussi brièvement parce que c'est tellement incroyable à lire. À chaque fois, tu n'en t'ennuies pas, quoi. Les visuels sont là pour te rappeler que c'est grandiose. Les personnages sont là aussi pour te signifier ça. Et l'histoire, bien sûr, tout ça imbriqué fait que c'est des mangas incroyables qu'il fait, quoi. Et aussi, comme j'ai dit, la raison pour laquelle il a fait juste 2 mangas, les recherches sur ses œuvres, que l'œuvre qu'il fait soit parfaite en fait. Il veut que tous les détails soient là pour vraiment que ce soit parfait. Comme Planète, c'est un manga d'astronaute, c'est un manga qui a pour thème l'espace. Il met tous les vocabulaires, tout ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment dans un univers où c'est vraiment spatial, c'est les astronautes, etc. Je sais pas comment le dire, mais c'est un travail de recherche titanesque et aussi pour Vinland Saga. Cette fois, il remonte des centaines d'années en arrière pour raconter des histoires sur les Vikings et comment ils vivaient à l'époque, de quelle façon ils vivaient, avec quoi, les inventions qu'il y avait à l'époque. Vraiment une simulation de vie, quoi, de comment ils vivaient à l'époque, quoi. Son évolution, parmi tous les dessins qu'il a fait, par exemple Planète, c'est son premier manga, et Vinland Saga, c'est son deuxième. On voit l'évolution graphique. Planète, on voit que c'est vraiment ses débuts comparé à Vinland Saga. On voit les dessins qui sont moins détaillés. Il a atteint vraiment son art au maximum avec Vinland Saga. Et encore, au début de Vinland Saga, c'était la fin de Planète, quoi. Le manga est sorti un peu après Planète, quoi. Du coup, Vinland Saga, vu que ça a mis beaucoup plus de temps à sortir que Planète, et ben on voit l'évolution graphique qu'il a fait, quoi. Entre 2004, il me semble, hein, 2004 bien sûr, et 2024 là actuellement, on voit les dessins qui sont vraiment plus impactants visuellement, quoi. On voit direct quand ça a été fait, hein, si on suit le manga. En fait, comme avec le Big Tree, avec les shonen que j'ai parlé en début de vidéo, avec One Piece, Naruto et Bleach, c'est pour les shonen ce Big Tree. En fait, il y en a, ils considèrent un autre Big Tree avec Vagabond, Berserk et Vinland Saga, en mode le Big Tree des seinen. Seinen, manga pour jeunes hommes, adultes, etc. quoi. Puis shonen, c'est pour adolescents, jeunes adultes, voilà quoi. Et c'est marrant de parler des 3 mangas en même temps parce que ces 3 mangas-là, en fait, ils ont eu tellement un impact dans le monde qu'on les considère comme un Big Tree à l'équivalent d'un One Piece, Naruto ou Bleach. Certes, ça n'a pas le même nombre de ventes, mais forcément, le public ciblé est bien plus mature, plus sérieux et plus compliqué comme œuvre qu'un One Piece ou Naruto, quoi. Thorfinn. Tell me, have you fought before? In war? I have. I see. You've killed then? I have. How many have you killed? 5? 10 men? Why are you asking about that? I remember you telling me that you hated war. I can't tell you because I don't remember. I've killed a lot of people. I've been on battlefields since I was a child. Maybe 5 or 6. I joined the Danish army's invasion of England. I was a warrior. Do you hate me now, Einar?
Planet est déjà considéré comme un chef-d'œuvre. C'était les débuts de Makoto Yukimura, il a bien progressé par la suite. Après Planet, il a décidé de faire un autre manga qui s'appelle Vinland Saga, comme j'en ai parlé juste avant avec les dessins. La saison 1, sortie en 2019, a été animée par 8 studios, qui avaient fait L'Attaque des Titans ou d'autres mangas très célèbres. La saison 2, elle a été reprise par Mappa, qui a vraiment rendu l'animé encore plus beau que ce qu'il n'est déjà, vraiment. La saison 2, elle est 10 fois plus belle que la saison 1. Elle est vraiment magnifique. Il a rien à envier à la saison 1 qui reste extrêmement belle. Mais ils ont repris les dessins de Makoto Yukimura qui étaient au début, qui étaient pas terribles parce que c'était un peu après Planet et Planet il était encore dans ses débuts dans les dessins. Mais ensuite saison 2 c'était vraiment le moment où Makoto Yukimura il avait vraiment évolué énormément avec les dessins. Et Mappa ils ont vraiment retranscrit ce qu'il avait fait parfaitement bien. Si Planet est considéré comme un chef-d'œuvre, je pense que Vinland Saga c'est plus qu'un chef-d'œuvre, vraiment. Il perfectionnera ses idées qu'il voulait transmettre avec Planet, avec Vinland Saga, comme il voulait. Vinland Saga c'est le genre d'œuvre qui te met une claque. Planet c'est vraiment brillant, mais Vinland Saga ça met une claque au niveau du moral. Ça te fait comprendre certaines choses que tu voyais pas avant. Et c'est un scénario très différent de Planet. On suit toujours une évolution d'un personnage plutôt jeune qui a des rêves, comme toujours, et qui va prendre un destin tragique en perdant son père à cause d'une embuscade, sans savoir quoi faire. Il va devoir parcourir les champs de bataille avec son ennemi, qui va vouloir affronter en duel pendant tout le reste de sa vie, voulant chercher vengeance, et uniquement vengeance. Vinland Saga est un récit de vengeance. Thorfinn, le personnage principal, n'a que ça en tête. Se venger de celui qui a tué son père, c'est-à-dire Askeladd. Un être impitoyable, sans remords, qui tue pour l'argent. Il tuera le père de Thorfinn devant lui, laissant Thorfinn indifférent et seul, voulant le laisser pour mort, mais il le prendra finalement avec lui. Il sera finalement un guerrier. Un guerrier qui n'a qu'une chose en tête, tuer celui qui a flingué son père, tout en servant celui-ci. Que ce soit des guerriers qui sont là pour la bataille, il tuera, même des innocents, qui on lui demande de tuer, sans avoir aucune pitié. Au cours de son périple, il rencontrera des gens qu'il connaissait, avant de partir dans cette quête de vengeance. Mais personne n'a réussi à le changer. Son objectif était fixé. Se venger, se venger, se venger. C'était uniquement ça qu'il voulait faire, rien d'autre. Durant ses aventures, il confrontera les plus grands guerriers de l'époque, en faisant jeu égal avec certains, pour des batailles épiques. Il sera aussi garde du roi d'Angleterre, bordel de merde. Rien que ça. À partir d'une vengeance, il a tellement monté les échelons sur les champs de bataille qu'il a fini par arriver aux côtés d'Askeladd, pourtant son ennemi juré. C'est-à-dire que l'un de ses meilleurs guerriers, c'est celui qui veut le tuer, celui qui déteste le plus. Du coup, Thorfinn il va faire les champs de bataille, il va rencontrer des gens qu'il connaissait, etc. Il va affronter le plus grand guerrier. C'est tout ce qui se passera un peu dans la saison 1. Il va être garde du prince d'Angleterre, c'est pas le roi. Ensuite, j'ai oublié tout ce qui se passait, mais Askeladd, il va péter un plomb, il va couper la tête au roi d'Angleterre. Il coupe la tête parce qu'il a traité sa mère de prostituée, parce que c'en était vraiment une en fait. Pas une insulte, c'est vraiment le cas en fait. Du coup, il va se faire logiquement abattre. Ça va être le fils du roi qui va le tuer de ses propres mains. En fait, tout était planifié. Et Thorfinn, c'est lui qui voulait le tuer de base, en duel. Thorfinn pète un plomb et il se met à attaquer le prince d'Angleterre et il finit esclave. Et là on arrive à la saison 2. Thorfinn finit esclave. Et la saison 2 commence par un personnage qui s'appelle Einar, qui est un civil normal, qui vit une vie tranquille avec sa sœur et sa mère, mais qui sont attaqués dû aux guerres qu'il y a dans le pays. Il perd tout, il perd sa mère, il perd sa sœur. Du coup logiquement il déteste la guerre et il finit esclave avec Thorfinn, qu'on voit pour la première fois dans la saison 2 après, au bout de la fin du premier épisode, c'est ça. Du coup Thorfinn c'est un cadavre vivant, Thorfinn. C'est un cadavre parce que il a plus la raison d'avoir de quelconques émotions parce que il a plus son objectif qui était de se venger de son père. Mais cet arc, cette saison là, elle est vraiment hyper intéressante parce qu'on aurait pu s'attendre autant plus de guerre, autant plus de baston, mais non. Cette fois-ci, on en apprend beaucoup plus sur la rédemption, sur ce que peuvent penser les personnages sur la guerre et en fait, ce qui rend Vinland Saga aussi spécial, qui le différencie autant avec les autres mangas, son développement en fait, c'est le développement du personnage. Au début, c'est vraiment un shonen, c'est vraiment genre le héros, ça bastonne, c'est vraiment la guerre, c'est que la guerre. En gros, c'est un peu ça, mais ensuite pour la saison 2, ça se transforme vraiment comme un seinen, c'est vraiment plus mature, ça répond vraiment c'est vraiment une saison de rédemption pour Thorfinn. Dans l'interview que a donné le youtubeur à Makoto Yukimura, il nous dit que on sait que la violence c'est mal, mais on peut pas s'empêcher de regarder. C'est pourquoi il a pris les Vikings comme exemple. La guerre c'est stupide sur tous les aspects, c'est tellement évident quand il veut parler de la guerre, il veut parler de la violence. À quel point ça peut transformer quelqu'un, comment on peut se libérer de ce changement. Il croit que c'est possible, grandir, être capable de changer, peut-être que demain on pourrait savoir ce qui ne va pas aujourd'hui et changer. Si on ne change pas, les mauvaises habitudes ne changent pas aussi. Il veut écrire quelque chose dans ce sens-là, qu'on peut tous changer. Quand on voit Thorfinn, pour la première fois dans le manga, il est violent, brisé, il n'a aucun ami dû à son vécu. On lui a pris son père, il n'a que les champs de bataille et la haine comme compagnon. Il n'est que de haine, on ne voit jamais heureux. On pourrait espérer qu'il change d'objectif, car que se passera-t-il après celui-ci? Mais cette question, on en a la réponse à la mort d'Askeladd. On le voit désemparé en lui disant qu'il devait le tuer en duel. Mais c'est trop tard, son épée lui échappe des mains, comme sa revanche, et Askeladd lui dira: Qu'est-ce que tu comptes faire du reste de ta vie?
Une fois que je serai mort, une fois que tout ça sera derrière toi, qu'est-ce que tu comptes faire du reste de ta vie, Thorfinn? Je vois. Tu ne t'es jamais posé la question. Ferme-la. Laisse cette vie derrière toi et va de l'avant. Tu ne peux pas rester prisonnier d'un triste et misérable coup du destin il y a 11 ans. Pars loin, le plus loin possible. Trouve le monde au-delà de celui où est allé Thors. Toi, son fils, tu l'atteindras. C'est ça ton véritable combat. Va accomplir ta destinée. Pars loin et deviens un vrai guerrier. Thorfinn, fils de Thors. Huh.